Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision pour l'heure. Nous sommes sur les plateformes numériques, Instagram, YouTube, TikTok et sans oublier justement Facebook. Vous n'avez qu'à liker nos pages et surtout partager au maximum pour que cette chaîne soit connue de par le monde puisque nous sommes ensemble pour vous apporter le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous allons nous interroger. RCA, prorogation du mandat de la MINUSCA, pour quel résultat? RCA, prorogation du mandat de la MINUSCA, pour quel résultat? Déployée depuis 2014, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, en abrégé la MINUSCA, cristallise l'hostilité des Centrafricains qui se traduit par des manifestations publiques et des discours virulents multiples. Eh bien, la MINUSCAphobie, comme le disent d'ailleurs les Occidentaux, surtout centrafricaines, s'inscrit certes dans la recherche d'un bouc émissaire, mais elle repose en grande partie sur les déficiences réelles et avérées de la mission onusienne sur le sol centrafricain. Les manifestations contre la MINUSCA sont devenues habituelles à Bangui et dans les grandes villes du pays depuis plusieurs années. Les dernières ont été organisées à l'occasion du renouvellement de son mandat en novembre 2021. Quelques centaines de milliers de personnes s'étaient réunies devant le quartier général de la mission avec des pancartes affichant MINUSCA meurtrière. Quelques jours avant, la garde présidentielle avait ouvert d'ailleurs le feu contre un véhicule onusien et blessé 10 casques bleus égyptiens. Dans sa fuite rocambolesque, le véhicule avait heurté mortellement, nous dit-on, un jeune centrafricain. Un épisode qui symbolise d'ailleurs la dégradation progressive et constante des relations entre la MINUSCA et sans oublier les Centrafricains et bien sûr la majorité des Africains qui s'intéressent toujours à cette MINUSCA et se posent la question à quoi servent finalement les missions des Nations Unies sur le continent africain. C'est le cas de la MINUSCA, de la MINUSMA, de la MONUSCO, un peu partout sur le continent. Cependant, les protestations contre la MINUSCA n'ont toujours pas été aussi pacifiques. À plusieurs reprises, les manifestants en colère ont ciblé directement le personnel onusien ou c'est bien, comme ce fut le cas en 2018, quand une opération militaire de la MINUSCA dans le 3e arrondissement de Bangui avait provoqué plusieurs morts et blessés, d'ailleurs parmi les civils, alors que des jets de pierre et d'autres agressions contre les véhicules de la MINUSCA se produisaient dans tout le pays. Les corps de 17 personnes décédées pendant l'opération avaient été déposés devant le quartier général de la mission de la MINUSCA, bien sûr, à Bangui, justement pour leur demander, est-ce pour cela que vous êtes sur le sol centrafricain? Est-ce pour tuer les Centrafricains ou pour protéger les Centrafricains? D'ailleurs, de ce côté-là, les Centrafricains continuent à s'interroger. Depuis que la MINUSCA est sur le sol depuis 2014, eh bien, rien n'a changé. C'est toujours, on va le dire, l'insécurité. Depuis dans son redéploiement, alors son déploiement en 2014, l'impopularité de la MINUSCA n'a cessé de croître et de prendre des formes et expressions diverses au point de faire, bien sûr, de la MINUSCA un des rares sujets consensuels parmi les Centrafricains. Cette note vise à analyser les causes de ce sentiment populaire et à en fournir une interprétation basée sur une connaissance fine de l'évolution du conflit centrafricain. Eh bien, pourquoi avoir prorogé cette mission une nouvelle fois sur le sol centrafricain? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. RCA, prorogation du mandat de la MINUSCA, pour quel résultat? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfum-Ndom, homme politique, qui est avec nous ce matin. Patient Parfum-Ndom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos, bonjour à tous nos internautes, nos millions d'internautes à travers le monde, notre diaspora, notre vaillante diaspora. Bonjour à nos techniciens, bonjour à tous mes amis avec qui j'ai l'honneur d'animer cette très belle aventure que Panafricaniste TV. Je pense que le monde nous entend. Je pense que le monde voit enfin sans les œillères. Je pense que grâce à Panafricanist TV, la possibilité est de plus en plus réelle pour le monde d'aller vers la création d'un monde multipolaire, monde dans lequel je suis sûr que les Africains que nous sommes, dominés encore hier, pourront avoir leur place. Et surtout apporteront leur humanisme, des propositions indiquées pour que l'homme de nouveau soit au centre des préoccupations de ce monde et non, comme c'est le cas aujourd'hui,
On y voit des tentatives, en réalité, de déplacer l'homme, de créer des types d'hommes qui sortent de l'imaginaire de certains fous qui oublient qu'à la base, il y a eu un créateur et que nous sommes le fruit de ce que ce créateur a voulu. Et je pense que les mois et les années qui viennent vont le démontrer avec beaucoup plus d'éclat. Et l'homme africain, l'homme premier, doit être celui-là qui doit montrer la voie, montrer le chemin à ces égarés de l'humanité pour que plus jamais notre monde, notre humanité ne puisse être plongée dans de telles hérésies, mais dans de tels complots contre l'humain, comme ce que nous constatons aujourd'hui sur le plan international avec la vocation du Deep State, mais surtout des mondialistes, de faire de ces rêves, je ne sais pas d'où sortis, de quel espace satanique, des nouveaux droits de l'homme. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour cela que nous continuons cette bataille. Merci à vous, Patient Parfum Dôme, d'être avec nous encore ce midi. Nous sommes le 1er novembre de l'an de grâce 2022. Et jusqu'à cette date, ils sont nombreux, les Centrafricains, qui pensaient ne plus voir les véhicules, les chars de la MINUSCA sillonner les villes, pour ne pas dire les quartiers centrafricains. Seulement, Patient Parfum Dôme, cette mission a été prorogée alors qu'on savait pertinemment que c'était la fin. Bon, j'ai la chance, il y a cela quelques mois, d'avoir fait un tour du côté de Bangui, du côté de la Centrafrique. Quand vous arrivez aujourd'hui en Centrafrique, oui. Bon, ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas une propagande de quelqu'un qui n'aime pas forcément l'ONU et ses démembrements, mais vous vous rendez compte que, par exemple, cette force qu'on appelle la MINUSCA, c'est un État dans un État. Dans le cas de la MINUSMA, c'est en réalité le prolongement des velléités, ces dizaines de velléités, parce que de plus en plus c'est contesté, de la part de certains fonctionnaires de l'ONU qui ne sont rien d'autre que des hommes liges de cette élite mondialisée avec un agenda précis, de pouvoir marquer cet espace de leur présence. Une présence dont, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'en voyons pas les dividendes. Ces fonctionnaires recrutés dans le système de corruption hors norme font feu de tout bois pour continuer à imposer cette présence qui n'est rien d'autre que le bras armé de cette élite mondialisée, n'est-ce pas, de ces dirigeants de ce Deep State qui voient comment ils sont en train de perdre la main vers des espaces qu'ils pensaient acquis pour très longtemps. Et ils se rendent compte que c'est dans ces espaces. On vous dit que c'est encore un sénateur américain qui le disait d'ailleurs, il disait un continent comme l'Afrique peut être amené à disparaître, personne ne se rendra même compte. Personne ne se rendra même compte. Ils se rendent donc compte aujourd'hui que ce continent-là, ces peuples-là, qui ont été longtemps piétinés, comment on dit ça, brutalisés, brimés, c'est dans ces espaces que l'homme remet la question de l'humain au centre de nos préoccupations. Et par rapport à cela, ces hommes-là, ces populations, ces peuples de ce continent africain, surtout dans ces espaces dominés de manière outrancière, comme c'est le cas, n'est-ce pas, de Mali par exemple, ils posent la question de comment je dis, de l'objectivité de la présence, de cette présence militaire sur notre propre sol. À quoi ça sert? Depuis que la MINUSMA est là. La MINUSCA est là. Revenons en Centrafrique. Mais aussi au Mali, parce que c'est le même mode opératoire. Oui. Prenons le cas, par exemple, de la Centrafrique. Est-ce que la MINUSCA, c'est elle qui a permis au président Faustin Archange Touadéra de pouvoir aujourd'hui imposer cette paix relative que nous connaissons? Non. Il a fallu qu'il y ait d'autres acteurs. Au contraire, avec la MINUSCA, on obligeait à la Centrafrique d'être incapable de se doter, de ne pas pouvoir se doter d'une armée. Des embargos sur les armements. On obligeait l'État centrafricain à remettre entre les mains des tiers
avec des agendas que nous ne maîtrisons pas. La question de sa propre sécurité. Et en même temps, on nous parle des États indépendants. Et on nous parle des États souverains. Quel est cet État souverain dont la sécurité est organisée, est mise en pratique par des lobbies que personne ne maîtrise? Ça ne peut créer que la chienlit qu'on a constatée en Centrafrique. Quel est ce pays-là dont une force extérieure, comme c'est le cas de la MINUSCA, a un budget qui est supérieur au budget du pays? Ce pays-là, qu'est-ce qui peut arriver à un pays pareil? C'est-à-dire que vous avez une force d'appoint, soi-disant de l'ONU, qui est présente sur votre sol, mais qui a un budget qui est supérieur au budget du pays lui-même. Ça peut produire quoi? Une situation de dépendance du pays vis-à-vis de ces forces, autant pour moi, qui en réalité pilotent cet agenda caché de la présence de cette force militaire dite onusienne sur votre sol. Donc, on évacue de facto, pour vous, toute possibilité de rentrer dans le cadre des États dits indépendants, de rentrer dans le cadre des États dits souverains, de rentrer dans le cadre des États qui, justement, jouissent du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que ce cycle n'a que trop duré. J'aime rappeler quand même au monde qu'il y a un conflit actuellement dans un pays qu'on appelle le Yémen. Pourquoi il n'y a pas ces montages de ces escroqueries militaires pour aller au Yémen? Pourquoi? Au Yémen, il y a des gens qui meurent. Hein? Même la trêve a été rompue. Les hommes ont recommencé à tourner. Pourquoi il n'y a pas cette force onusienne là-bas? En Palestine? En Palestine, qui affronte Israël. On voit. Pourquoi il n'y a pas cette force là-bas? Entre les Ouïghours, parce que c'est leur chanson, et la Chine. Pourquoi il n'y a pas cette force là-bas? Entre les Rohingyas et l'armée de Myanmar, pourquoi il n'y a pas cette force là-bas? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Pourquoi? Parce que l'Afrique est le dernier espace où la domination coloniale, où la domination du monde de la finance internationale, où la domination de ces princes, de ce deep state continue de s'exercer par le truchement d'un certain nombre, n'est-ce pas, de structures qui ont été mises en place sous couvert de l'ONU, en réalité, pour continuer à dominer nos pays. C'est le cas sur le plan économique et financier de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Club de Paris, du Club de Londres, etc., etc. Sur le plan à la fois administratif et militaire de ces organisations. N'est-ce pas? C'est-à-dire qui ne cachent même plus, on ne peut même plus parler de plutôt, mais qui sont dans la réalité que constitue cette force armée, n'est-ce pas, des Nations Unies. Que ce soit le cas au Mali, en République centrafricaine, ou bien au niveau de la République démocratique du Congo. Il n'y a qu'en Afrique que nous pouvons faire ça, nous voir cela. Et nous voyons ça pourquoi? Parce qu'il y a un manque de leadership au niveau de notre continent. Parce que notre continent n'a pas de leaders qui pensent, qui commencent à penser la question de l'unité de notre continent. Ah, tout n'est pas perdu, je donne quand même l'information. J'ai écouté récemment le nouveau président kenyan, Ruto, et j'étais très flatté. Je me dis, ah, enfin, notre discours commence à porter. Ruto est clair. Il dit que pour l'Afrique de l'Est, là, et on voit que la RD Congo veut aussi l'ordre de ce côté pour faire partie de cet ensemble sous-régional. Il dit que prochainement, dans un court terme, il faut absolument qu'il soit dans une construction avec un seul chef d'État. Ça vous parle? Oui. Parce que les gens voient la réalité. Ils commencent à comprendre que, alors que là, nous parlons du président du Kenya, hein, mais eux, ils sont déjà à ce niveau de réflexion et de conclusion pour pouvoir avoir des entités qui soient quand même robustes, capables de défendre les intérêts de ces populations. C'est ça le chemin. Quand le président Laurent Gbagbo a créé le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, il fallait écouter l'explication qu'il donne. Les différentes visites qu'il a eu à faire en tant que chef d'État auprès de son homologue, entre guillemets, chinois et français. Il dit qu'on dit chef d'État, on sent l'hymne national, je l'ai attribué d'un chef d'État. Il dit, mais en réalité, quand le président chinois est à côté de moi, on l'appelle chef d'État, moi aussi on doit m'appeler chef d'État, il dit, on nous blague.
C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que le monde, il est comme ça. Et nous, on ne doit pas donner l'impression, d'où encore l'histoire de Sissoko Embalo, allant jouer les émissaires pour apporter la paix dans un conflit qui est largement... Oui, mais vraiment, c'est de la comédie. C'est de la pure comédie sur le plan des enjeux internationaux. Donc, on ne peut donc pas continuer à sous-traiter, je dis bien sous-traiter, notre sécurité entre les mains d'une organisation dont nous ne maîtrisons même pas l'agenda. C'est le cas de l'ONU. C'est le cas de l'ONU. Et c'est pour cela que quand vous regardez très bien la déclinaison que sont en train de prendre les orientations des acteurs majeurs dans le monde, la question de la réforme ou bien de la refondation de l'ONU est déjà sur la table. Les gens n'acceptent plus cette tenue dans le format actuel. Avec la plupart des fonctionnaires de l'ONU qui sont en réalité des agents de l'Occident. Ce n'est plus du tout acceptable. Et ce sont les rapports de ces fonctionnaires sur le terrain qui justifient et qui argumentent, n'est-ce pas, qui donnent des éléments de maintien de ces forces d'occupation sur des espaces africains. C'est ça qu'il s'agit. Et évidemment, de temps en temps, on donne des petits broutilles, c'est-à-dire que de la table de grands gâteaux, avec tout cet argent-là qui est mis à disposition, on donne des petites miettes qui tombent sur la table à des États africains par le biais de la contribution de leurs armées à ces forces dites de maintien de la paix. C'est tout. Donc, c'est vraiment, nous sommes là dans une très belle construction de ce que j'appelle la fémania. Bon, pour les Camerounais, ils comprennent très bien de quoi il s'agit. C'est une escroquerie assez ouverte, cette présence militaire et administrative de ces supplétifs de l'ONU-là. Monsieur Bafo, dont vous parliez tout à l'heure de la souveraineté, de l'indépendance des États, qui doit être reconnue justement par, on va le dire, les organisations internationales. Je prends donc le cas avec la Centrafrique. Plusieurs fois, les Centrafricains sont sortis dans les rues pour dire « nous ne voulons plus de la MINUSCA ». Normalement, il y a le droit au peuple à disposer d'eux-mêmes. Pourquoi est-ce que l'ONU, qui représente, on va le dire comme ça, disons-le, les intérêts normalement du monde, n'a pas compris que les Centrafricains, les Maliens ou encore les Congolais n'ont plus besoin justement de ces forces multidimensionnelles sur leur sol? Mais parce que nous continuons, nous les Africains, de baigner dans l'illusion du fait que nous sommes des États indépendants. Nous continuons de baigner dans l'illusion. N'est-ce pas de la dictature finalement? Que nous sommes des États souverains. Si je suis un gosse, sur vos plateaux, en fait, c'est le nœud des thématiques. Vous êtes des États qui ont été créés par des gens qui ne sont pas vous-même. La conférence de Berlin, c'est quoi? L'Afrique a été représentée à la conférence de Berlin par qui? Personne. La création de l'ONU. L'Afrique a été représentée à l'ONU à cette création par qui? Donc, vous subissez, l'Afrique continue de subir. C'est-à-dire que nous sommes dans une ère d'excroissance d'une idéologie qui a fondé l'esclavage. Nous sommes toujours dans ce dimensionnement-là. Et c'est nous qui devons nous battre pour sortir de là. C'est pour cela que les opinions des Centrafricains, des Maliens, des Congolais ne comptent pas. Ne comptent pas du tout pour ces gens-là. C'est du bruit. Rien ne sait faire. Parce que nous ne sommes pas dotés des armes pour nous faire entendre. Nous faire entendre et donner l'impression que si on ne nous entend pas, quelque chose va se produire. C'est ça l'enjeu central. C'est pour cela que je parle de la prise de conscience des Africains. Le regard des autres vers nous, c'est que c'est rien ça du tout. Ils sont proches des singes que des êtres humains. Ils ne comptent pas du point de vue de la fondation des idées dominantes dans le monde. Ils ne comptent pas sur le plan politique. Ils ne comptent pas sur le plan économique. Qui sont-ils pour pouvoir parler? Mais surtout, parce que nous avons des décideurs, que j'appelle les décideurs de moment, nos chefs d'État, et un certain leadership qui est complètement fade, fait de couardise, de mièvrerie, d'incapacité de pouvoir taper du poste de la table et de compter.
Et c'est ça qui donne... Et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas trompés. Ils nous donnent le rôle de comédien. M. Sikoambalo allait voir Poutine en disant qu'il faut mettre fin à la guerre. Oui, c'est ça. Ah, ils savent laisser-les faire la comédie. Mais nous savons pertinemment que le jour où nous allons monter à un autre niveau de construction de notre Afrique, dans le cadre du panafricanisme, ils seront obligés de nous écouter. Ils seront obligés de prendre en compte les avis de nos peuples et de nos populations. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce que nous sommes totalement dominés. Et ça, nous ne pouvons pas continuer de l'accepter. Et je pense que les manifestations, n'est-ce pas, qui se passent, mais surtout la prise de conscience de certaines élites politiques sur notre continent, c'est le début, n'est-ce pas, du déplacement total. Des manifestations de grande ampleur. Mais oui, ça en Centrafrique, au Mali, au Congo. On dit non justement à ces missions multidimensionnelles de l'ONU. C'est pour dire quand même, nous sommes souverains, nous ne voulons plus de vous. Mais ce n'est pas accompagné par des décisions. Au-delà des décisions, le Mali est en train de le faire. Mais regardez comment il est presque scellé. Quand je dis scellé, ce n'est pas au niveau des peuples. Au niveau des peuples, tous les peuples africains sont d'accord avec le Mali, soutiennent le Mali. Mais au niveau des élites politiques, ça tarde à venir. Et on nous dit, ah, il faut aller doucement, apporter des petits pas sur la Kissinger. Mais entre-temps, le monde ne nous attend pas. Entre-temps, les Africains continuent de mourir. Entre-temps, les affrontements entre le M23 et l'armée congolaise créent des dizaines de morts. Nous avons cette prétendue rébellion, qui met en mal même une armée officielle comme l'armée du Congo. Au même moment, nous avons encore le refus, n'est-ce pas, d'une capacité pour l'Afrique d'avoir son propre plan sur le plan économique, sur le plan social et culturel, sans qu'on ait le OK, ni de la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire international. Vous voyez la grogne qui se passe actuellement au niveau du Ghana, parce que le président ghanéen, M. Nana Akufo-Addo, veut signer un accord avec le Fonds monétaire international. Tollé général au niveau du Ghana actuellement, où les gens disent, on n'est pas du tout d'accord. Le Ghana ne peut pas être, n'est-ce pas, un vassal, n'est-ce pas, d'élite occidentale sur le plan financier, parce que nous connaissons les conséquences que cela a produit chez nos pays frères. Nous avons encore, il s'est tenu encore récemment une grande réunion sur le cacao. Je dis bien, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, en termes de production de cacao, c'est plus de 80% de la production mondiale du cacao. Mais on va décider de la politique cacaoyère avec les prix qui seront adossés dessus, en absence de ces trois-là, de manière majeure. C'est vrai que les deux autres ont dit qu'ils ne vont pas, mais si les représentants du Cameroun étaient, c'est comme des figurants, vous comprenez. Et c'est ce monde-là qui tarde à mourir, parce qu'il ne repose sur rien, du point de vue des valeurs, du point de vue des éléments tangents. Il ne repose sur rien. Il repose sur une grosse fumisterie qui voudrait qu'il y ait le dollar qui soit roi. Et que les autres, parce qu'ils ont un know-how que nous n'avons pas, et ils ont la même mise sur les banques, sur les mines et sur les services, donc ils ont le loisir de continuer de diriger le monde, alors que tout cela est basé sur une escroquerie hors norme. Hors norme, qui est la question de la finance internationale. Ça, nous devons le contester, et pour que nous soyons capables de le contester, pour compter, il faut que nous fassions des regroupements à minima sous-régionaux qui comptent et qui auront leur propre agenda, et non les agendas qui sont imposés par les institutions de Bretton Woods et, n'est-ce pas, les espaces de finance internationale qui sont entre les mains des oligarques, je le dis comme ça, de la finance internationale. Merci à vous, patient parfum, d'avoir été dans notre ce matin. C'est moi qui vous dis merci, et je continue de penser que nous sommes à un nouveau tournant. C'est une tendance lourde dans laquelle l'Afrique s'est inscrite. L'Afrique s'est inscrite dans cette tendance lourde parce qu'elle a été le continent qui a le plus subi depuis 7 siècles cette escroquerie, cette barbarie, cette sauvagerie, cette déshumanisation de l'homme. Donc c'est en Afrique que les réponses authentiques et idoines sortiront certainement. Et c'est pour cela que nous sommes heureux aujourd'hui de constater que notre continent a une évolution. Au-delà des peuples, certains dirigeants africains ont commencé à épouser la cause des peuples, à la rendre, j'allais dire, réelle du point de vue d'un certain nombre de décisions radicaux qui sont prises. Il faut qu'on accélère le mouvement parce que de là va sortir enfin l'indépendance réelle de notre continent. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, patient parfum d'homme. Mesdames, messieurs, comme le déclarait haut et fort mon grand-père, les petites choses ne sont que les petites choses. Mais être fidèle dans les petites choses, c'est une grande chose.
C'est comme ça que les gens deviennent extraordinaires. C'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.